Bonjour, Alain Deneau, professeur de philosophie à l'Université de Moncton au campus de Shippagan et membre du comité Université et démocratie qui cherche à réfléchir sur l'impact des enjeux sociaux, socio-économiques et idéologiques sur la vie propre au monde universitaire et inversement sur l'engagement possible et tangible des universitaires dans le monde social. C'est à cette interaction que nous nous intéressons dans les activités du comité. Et dans le cadre du Salon du livre de la péninsule acadienne, nous sommes proposés avec André Mélissa Ferron et Xavier Robichaud d'organiser cette rencontre entre le professeur Valois Robichaud et moi-même sur la question de l'enseignement par écran qui nous incombe cette année dans le cadre de la crise sanitaire qui est la nôtre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons intitulé cette rencontre l'écran qui fait écran, c'est-à-dire l'écran qui permet évidemment de rencontrer au loin, de manière médiatique, des interlocuteurs, des interlocutrices, mais qui aussi nous éloigne, fait barrage, filtre et modifie le rapport pédagogique auquel on est habitué quand on s'y réfère sur un mode traditionnel. Comment enseigner aujourd'hui et comment le faire sous cette nouvelle forme? Pour se poser la question, on peut déjà se référer à une expression qui était un peu, on aurait dit en France, une tarte à la crème il y a quelques décennies, c'est-à-dire une expression à la mode, assez galvaudée, que tout le monde utilisait comme ça à toutes les sauces, tellement qu'elle s'est un peu épuisée, puis elle a fini par être oubliée, ou presque. Et c'était l'expression de Marshall McLuhan qui disait « Media is message ». McLuhan qui est un philosophe des communications dans la deuxième moitié du XXe siècle, très connu, très en vogue. Il avait donc dans son livre sur les réalités sociologiques communicationnelles d'un monde médiatique émergent, pondu cette phrase qui est moins au fond l'entête d'une grande théorie qu'une intuition comme on peut en avoir quand on rédige des essais. Et je dirais que son travail autour de cette expression relève effectivement plutôt de propositions analytiques sur des enjeux sociaux qu'une grande théorie. Mais néanmoins, cette intuition-là est porteuse pour nous aujourd'hui d'un potentiel, d'un certain nombre d'éléments qui sont de nature à nous faire avancer dans la réflexion sur ce que nous traversons. Bon, c'est une intuition à prendre au sérieux, mais pour ce faire, je pense qu'il faut la revisiter. Donc, media is the message. Je le dis en anglais parce que c'est une expression assez difficile à traduire, même si elle est très simple comme ça. Dès qu'on la traduit par le média, virgule, c'est le message, j'ai l'impression qu'on perd un petit peu le caractère synthétique. Et le witzig, on dirait en allemand, là, le côté un peu foudroyant de l'expression. Bon, mais on peut s'y arrêter pour comprendre ce que McLuhan dit par cette expression en tentant de définir les trois termes en media as message. Par média, déjà, ce qui intéresse McLuhan, c'est de faire valoir différents cadres d'expression, d'échanges sociaux, sans s'en tenir nécessairement aux médias comme on l'entend d'une manière convenue. Pour lui, les médias, c'est pas seulement la télévision ou la radio ou l'imprimé, des journaux, des livres, des publications scientifiques, ainsi de suite. C'est aussi, bien au-delà, tout cadre dans lequel ce qu'il appellera un message est inscrit, en tant que ce cadre-là affecte le message, pèse sur lui, et ça peut être autant, je dirais, un discours d'un candidat à une élection législative dans un sous-sol d'église que
une proposition qu'on fait dans un cadre familial qu'une présentation sur diaporama informatique aujourd'hui, PowerPoint pour le nommer, toute forme toute forme médiatique que l'on choisit ou que l'on subit pour développer une proposition communicationnelle. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on comprend, c'est que par le choix, ou par en tout cas la suture ou l'adhésion qu'on a à un format médiatique, c'est comme s'il y allait d'une reconnaissance implicite de ce que dit le média lui-même. Prononcer une phrase à TVA, dans une émission d'affaires publiques de cette chaîne de télévision privée, ou dans une publication universitaire, ou encore dans un documentaire diffusé, je ne sais pas, sur Arte en Allemagne et en France, c'est d'une part faire résonner la phrase autrement, et c'est aussi à chaque fois, en quelque sorte, pactiser avec tout ce qu'un média trimballe avec lui de réputation, de connotation, d'induction, à savoir que toute proposition résonnera différemment selon qu'elle est inscrite dans un cadre ou un autre. Bon, donc le média, c'est ça pour McLuhan, c'est une conception et une acception très large. Bon. Le is, maintenant, media is message. Le is, il serait en fait malheureux de s'en tenir au verbe d'état être pour le traduire, même si littéralement c'est de ça qu'il s'agit, puisque là, il s'agit vraiment implicitement dans media is message, dans cette expression très concise, de dire le média, en fait, il conditionne le message, il affecte le message, il le transforme, il l'influence, il le formate. Il le parasite. Bon, il y a tout ça qui est sous-entendu. C'est pas seulement que le média, c'est le message, c'est que le média, en fait, il travaille le message et il le pervertit d'une certaine façon, ou en tout cas, il l'investit d'une certaine façon. Et enfin, le message, là, je risquerais à ce stade de me répéter, mais le message et lui-même, en quelque sorte, non seulement travaillé par le média qui le rend possible, dont il dépend, mais le message est aussi... l'idée qu'il y a message peut être aussi une réduction, c'est-à-dire que le média que l'on utilise pour faire passer un discours tente à transformer certaines propositions qui peuvent être complexes, qui peuvent être exigeantes, en un simple message, en un simple mot d'ordre, en une simple, en quelque sorte, proposition comme ça signalétique, quoi, où il faut tout de suite comprendre quelque chose, parce que le média induit cela. Et je pense que c'est particulièrement vrai en ce qui concerne le logiciel PowerPoint. Le logiciel PowerPoint, dès qu'on passe par lui pour faire passer une idée, transforme toute proposition complexe en un slogan, en une série de propositions qui se déclinent comme ça sur un mode avec des chevilles comme ça, sur un mode très simplement structuré, presque mécanique, ce qui n'est pas le cas d'autres supports comme le livre, le livre de sciences humaines encore du 20e siècle. Bon. Et donc, il y a cette idée que certains médias, non seulement affectent le message, mais transforment toute chose en un simple message, quoi, en une simple émission comme ça, communicationnelle, d'information qui filtre la complexité et l'empêche. Et c'est une conception qui date déjà au milieu du 20e siècle. Bertolt Brecht, ce dramaturge et metteur en scène bien connu en Allemagne, là, disait que le théâtre dans lequel on met en scène une pièce affecte évidemment la pièce. Et le théâtre comme immeuble, comme institution physique, là, affecte la pièce qu'on y met en scène. Si on met en scène une pièce dans un théâtre X plutôt qu'Y, la scène résonnera autrement. Bon. Et ça nous affecte vraiment directement, nous, quand il vient le temps de considérer l'enseignement à distance, qui d'ailleurs se développe depuis très longtemps, maintenant, depuis au 21e siècle, avec l'éclosion, le développement tous azimuts des modes informatiques de communication, et qui n'a pas attendu la crise sanitaire pour se déployer, mais qui s'est trouvé... cet enseignement à distance par voie informatique
surinvesti dans le contexte de la crise. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qui change quand on enseigne, non pas in situ, en présentiel, comme on dit ces temps-ci, sur un mode traditionnel, en s'adressant à un groupe qui existe comme groupe, dans une salle qui elle-même renvoie à des pratiques, à un esprit, à l'esprit d'un lieu. Qu'est-ce qui change lorsque, plutôt que de procéder ainsi, on isole, on atomise des étudiants dans les univers domestiques respectifs pour, à distance, produire du savoir et de l'enseignement sur le mode d'un ersatz. Qu'est-ce qui se produit? On pourrait déjà dire que, ce faisant, on réduit l'expérience universitaire, la vie universitaire, l'engagement universitaire à sa plus simple expression. Plutôt que de voir et d'associer la vie universitaire, non pas seulement au fait de suivre des cours et au fond, de s'exposer à des savoirs qu'on est censé assimiler sous peine d'échouer lorsque ces connaissances seront contrôlées dans le cadre d'examens. En plus d'être dans ce processus, on réduit l'université à cela, mais l'université, en plus d'être cela, c'était aussi des rencontres. C'était aussi un lieu. C'était aussi des rapports informels, une expérience fatigue. Et ce qui se produit en réduisant l'université à un simple processus d'apprentissage et de contrôle, en filtrant tout ce qui fait la vie universitaire, l'amitié, les joutes intellectuelles, les rencontres fortuites. Les rencontres fortuites, elles sont entre personnes, mais aussi entre personnes et savoir. Entrer dans une bibliothèque, fureter à travers les rayons, tomber sur des bouquins dont on ignorait l'existence, ce sont des rencontres aussi. Filtrer l'université de toute cette réalité, au fond, informelle, pour ne plus en conserver que le rapport formel, que le rapport, au fond, élémentaire, c'est peut-être, au fond, pervertir l'expérience elle-même, parce que ce qui se présente comme étant élémentaire ou minimal est peut-être décalé par rapport à une sorte d'essence de l'expérience universitaire. Donc, c'est un premier point qui me semble très important et j'en citerai simplement un deuxième pour ne pas être trop long. C'est l'idée que c'est le problème en fait, qui se pose, c'est qu'en procédant de la sorte, on risque fort de transformer à grande vitesse l'activité universitaire en un produit, en une marchandise facile à vendre, facile à mettre en boîte, facile à enregistrer. La pente est glissante et elle est raide, allant vers cela. C'est cette transformation de l'université non plus en une expérience spirituelle, une expérience initiatique, une expérience culturelle, en plus d'être un processus formel par lequel on valide des connaissances à travers des examens et puis des formations. Cette transformation, cette mise en boîte des cours à travers des capsules risque fort de concourir à un phénomène qui est déjà en cours à grand galop au XXIe siècle, qui est la réduction de l'université à une expérience clientéliste et commerciale. C'est un très, très grand risque qu'on court en jouant ce jeu-là à long terme. Je dirais un dernier mot en me référant encore à McLuhan sur l'idée du média et du message. McLuhan, quand il parle dans l'agir communicationnel du média, je disais tout à l'heure qu'il a une conception large du média, et on pourrait se dire que lorsqu'on enseigne en ligne, ce serait réducteur d'indiquer que le média, c'est seulement l'écran. Le média qu'on perd, c'est pas seulement le rapport physique concomitant dans un même lieu d'un étudiant et d'un professeur, c'est la classe. La classe, c'est deux choses, c'est le groupe et c'est aussi un lieu neutre. Et le média de l'apprentissage
ça devient non plus seulement un écran, mais ça devient la chambre à coucher. Ça devient la cuisine dans laquelle on fait sa vaisselle en écoutant son cours. Ça devient la voiture dans laquelle on écoute un cours distraitement tout en conduisant. Ça devient quoi encore? Peut-être la salle de bain. C'est-à-dire que lorsque on écoute un cours à distance, on peut être n'importe où, être habillé n'importe comment, faire n'importe quoi et donc être dans n'importe quel média. Et ce qu'on perd, du coup, c'est pas seulement le rapport immédiat au professeur. Ce qu'on perd, c'est le cadre lui-même qui induit une écoute, qui induit une attitude, du moins on l'espère. Et cette perte-là est considérable. Et c'est aussi ce qu'il faudrait mettre dans la balance lorsqu'on considère bon, les joujoux techniques comme étant les modalités d'enseignement du 21e siècle. Eh bien, merci Alain d'avoir mis la table. Et puis, lorsque j'entends l'expression Media is the message, ça me ramène à moi aux années 90 à l'université, donc au campus de Shippagan, où, sur l'invitation de l'éducation permanente, déjà là-bas, on vivait, on expérimentait l'enseignement à distance. Évidemment, depuis Shippagan, on rejoignait les étudiants de Bathurst, de Campbellton, même d'Edmundston et peut-être même quelques-uns de Moncton également. Et il n'y avait que le micro. Et dans la barre, parce que c'était vraiment tout à fait nouveau avant même qu'arrive en fait l'écran, avant qu'on puisse se voir, avant qu'on puisse voir un groupe de Moncton apparaître, un groupe de Bathurst apparaître séparément, je me disais, et comment créer la relation? Alors, un postulat de départ pour moi, enseigner, c'est être en relation. Et comment être en relation avec d'abord un écran, avec des visages, et comment d'abord par le visage que je ne vois pas ou que je vois de loin, être en relation avec les sujets qui sont devant moi. Alors, donc, être en relation avec l'apprenant, faire en sorte que l'apprenant est d'abord un sujet et d'abord une personne et qui vient dans un cadre d'un cours. Et là, à l'époque, nous avions la classe. Je l'ai placé en diade en attendant que je développe un élément, les uns entrent en relation avec les autres, une forme de, je dirais, d'enseignement coopératif à distance. Alors, j'ai expérimenté ça pendant 30 ans. Et évidemment, avec l'arrivée du COVID, alors comme je suis en formation avec le Centre d'études de la personne de la Californie, de la Hoya, ce qu'il appelle Center for the Study of the Person, et là, on a décidé avec mes collègues du Japon, de l'Allemagne, de l'Amérique centrale, de la Californie, de continuer à échanger avec Zoom. Nous nous sommes retrouvés 30, 40, 50 personnes sur le petit écran avec toutes des petites fenêtres. Et je me disais, au départ, comment être en relation avec donc chacune et avec la possibilité de l'écran, je pouvais afficher, quand Alain prend la parole, Alain, il est tout grand, il est dans mon écran. Et là, je l'entends, je le vois, je suis en relation avec ce que j'appellerais pour moi, pour emprunter à Lévinas, à Emmanuel, l'épiphanie du visage. Pour moi, le visage, le regard, il est et il demeure fondamental dans la relation de l'enseignement. Puisque, en fait, si l'étudiant vient à l'université, comme Alain l'a si bien élucidé, il vient pour vivre une expérience de groupe, une expérience de société. Et je réfléchissais ce matin, je disais, l'écran qui fait écran et comment enseigner aujourd'hui. Alors, c'est quoi enseigner? J'entends Charles Hadji, le prof de philo de l'éducation, qui a été pour moi un mentor à Grenoble dans les années 85.
Mais c'est quoi enseigner, Valois? Si c'est apprendre à être ce qui attend, devenir la personne qui attend à être. Mais et si je suis conscient où je veux aller, je vais être motivé. J'aurai un projet. Je vais tenter d'exister. Je vais prendre la parole et je vais donner sens parce que en arrière, il y a un projet, il y a une motivation. Nombre de nos étudiants qui arrivaient à l'époque où j'étais actif en pédagogie, je disais, mais comment marcher à côté de mes étudiants? Comment marcher à côté de mes étudiants en première année? Ils viennent voir à l'université une année pluridisciplinaire pour choisir après son créneau, une formation ciblée. Je suis motivé à devenir un administrateur, un pédagogue, un scientifique. On y va, c'est parti. Alors que là, comment garder donc avec l'enseignement à distance, comment garder la motivation, comment garder le lien, comment nourrir le lien, comment faire que lorsque j'arrive comme prof, je suis toujours une personne qui vient à la rencontre d'une autre personne. Je dirais c'est le grand défi. C'est le grand défi qui m'a longtemps interpellé au fait et qui me permet de dire aujourd'hui que en faisant confiance aux ressources médiatiques, au fait, en faisant confiance que la personne, l'autre côté de l'écran, pour le peu qu'il y ait un espace d'intimité, un espace de, je dirais, d'une bulle, une bulle relationnelle où il peut être vu et il peut être entendu, eh bien, il a besoin, je dirais, d'une forte dose de sécurité. Là, je m'en viens maintenant. Comment être en sécurité dans un contexte d'apprentissage où je suis loin, je suis vu à distance, je suis entendu à distance? Est-ce que je peux exister à distance? Et comment être dans une proximité relationnelle pour que je puisse risquer de prendre la parole, risquer d'intervenir, risquer de me déposer? Et comment ça va être reçu devant les 25 petites cases qui me regardent et m'entendent? Alors, je dirais que l'exigence est énorme pour un étudiant à distance qui tente dans un groupe réflexif et qui tente, je dirais, d'apprendre. Et là, mais oui, mais c'est quoi apprendre, Valois? C'est essentiellement, je dirais, faire l'acquisition d'un nouveau comportement, une nouvelle attitude, une nouvelle façon d'être. C'est rencontrer peut-être un vocabulaire nouveau, c'est rencontrer un prof qui m'amène sur des horizons que je n'avais pas encore fréquentés et je vais risquer d'aller avec lui parce que je lui fais confiance. Donc, j'ai besoin d'être en sécurité, mais je suis toute seule dans mon bureau. Je n'ai pas son regard, hein, l'épiphanie du regard. Je n'ai pas le regard approbateur, je n'ai pas celui qui va inciter, je dirais, à aller de l'avant, à me jeter au large, au fait. Alors, l'enseignement à distance par Zoom, je peux assister aussi à une forme d'isolement, de solitude de la part d'un, de deux, de quatre, de cinq apprenants. Comment donc, comme animateur, exister dans le lien de personne à personne, et ça sera bien entendu, je crois, et je l'ai expérimenté, d'interpeller mes étudiants par leur prénom, aller les chercher, les inviter au fait, les inviter à prendre un pas, les inviter à déposer une parole, les inviter à réagir après un concept. Je présente un concept de 10-15 minutes, là, je les invite à réagir. Maintenant, comme je ne peux pas vivre la diade, ils vont réagir avec moi, mais fort heureusement, dans le groupe, dans l'écran, quelqu'un réagit après l'autre. Et il n'est pas rare que je vois l'un ajouter une opinion, une réflexion
pour, contre, je veille, j'ai une hésitation, je pense. Alors, je vois une dynamique qui se crée et je deviens facilitateur, témoin d'un apprentissage qui se fait, c'est-à-dire d'un mouvement cognitif, un mouvement affectif. Puisque pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait une expérience aussi. Il faut qu'il y ait de l'expérientiel dans la parole échangée. Et quand il y a une expérience qui se joue, il y a aussi une émotion. Et quand il y a une émotion, il y a la mémoire qui entre en ligne de compte. Alors, les travaux de Carl Rogers, qu'on connaît très bien, qui a écrit cet ouvrage, qui à 20 ans m'a largement interpellé, Liberté pour apprendre, ou encore le développement de la personne. Alors, je me suis aussi largement intéressé aux travaux de Feurenstein sur le cognitivisme relationnel. Comment donc le cerveau, dans ses étapes évolutives, comment faire que cet étudiant qui est à des kilomètres de distance, dans une autre culture, dans une autre province, peut être en sécurité dans la différenciation culturelle et risquer de prendre une parole. Donc, quelles sont les conditions pour créer cette sécurité, pour que ce cerveau primitif ou archaïque qui est à la base de l'encéphale, qui est le cerveau de la sécurité. J'ai besoin que le facilitateur me crée les conditions où je me sens en sécurité. Je me sens inclus. Je me sens faire partie d'eux avec ma différence. Et une fois que je démarre mon animation, ma première phrase, c'est « Bonjour, avec quoi vous arrivez ce matin? Qu'est-ce qui est présent ce matin? Qu'est-ce qui est là pour vous? » Et souvent, je parle « Quelle est votre météo intérieure? » Et en fin de compte, je suis en train, moi, de prendre ma propre météo, mon pouls intérieur, puisque j'arrive culturellement, géographiquement, personnellement, existentiellement, avec toutes sortes de déterminismes qui fait que je peux ne pas être en forme un bon lundi matin, au fait. Et avec quoi vous arrivez ce matin? Je me pose cette question. Prenez un petit moment, juste là, pour vous déposer, peut-être juste reconnaître quelle est cette météo intérieure. Là, ce matin, vous êtes là, même 10 minutes avant. Alors, je fais appel donc à la globalisation du cerveau, je fais appel à la sécurisation du climat, de la condition où je me dépose. Je vis un espace de sécurité. Et puis, un petit peu par après, avec quoi tu arrives ce matin? Et je peux interpeller quelques personnes, et bien là, j'entre dans ce que j'appelle, moi, le cerveau viscéral, le cerveau de l'émotion, le cerveau limbique, le cerveau où est le lieu, hein, je dirais, le chef d'orchestre de l'apprentissage. Puisque c'est lui qui va permettre, qui va favoriser que j'entre dans ma propre musique intérieure. Parce que, en fait, l'enseignement, c'est un espace d'harmonie très, très hétéroclite qui fait que le groupe doit éventuellement danser. Il doit jouer une musique qu'ensemble, on est capable d'entendre. C'est ce que j'expérimente avec le groupe de la Californie, quand nous nous réunissons en formation 2 fois semaine, pour une durée de 2 heures en ligne. Et bien entendu, dans la langue de Shakespeare et un peu en espagnol, quand on a quelqu'un pour traduire. Alors, évidemment, je dois aussi, lorsque je suis en train de faciliter, me dire, moi qui est un rationnel, qui aime bien le rationnel, qui aime bien le mode de la pensée, j'ai devant moi des apprenants qui ont une dominance visuelle. Alors, je vais insérer dans ma dynamique un espace, et je vous invite maintenant à visualiser. Essaie de te voir dans une érablière à Paquetteville et tu vois ton grand-père qui est en train de cocher des érables. Il en a 200 à cocher. Et là, oui, c'est peut-être simple,
Mais l'étudiant qui a une dominance visuelle, il est tout de suite à Packetteville avec son grand-père autour des érables. Alors que moi, qui est rationnel, ça va me prendre un petit peu de temps à me déplacer à Packetteville. Ceci pour dire, je peux aussi, pour quelqu'un qui est kinesthésique, très manipulateur, et tu es en train dans un laboratoire avec des instruments, et il est en sciences de la santé, je peux l'amener dans un espace de manipulation. Alors, enseigner, c'est quoi? Oui, c'est une expérience à la fois kinesthésique, c'est une expérience du rationnel, c'est une expérience du visuel, où, pour le peu que je connaisse un peu les rouages de comment l'empreinte cognitive s'installe pour qu'il y ait un changement, c'était facile dans la classe traditionnelle. Il y avait le tableau, il y avait des trucs sur la table, mais là, je dois faire appel à mon imaginaire de la pédagogie ou de l'andragogie, qui est l'andragogie un pas de plus dans l'accompagnement de l'apprenant, qui est de faire appel à l'expérientiel culturel, je dirais, sociologique, en fait, puisque ces adultes viennent de tous les milieux. Et c'est à partir de ces espaces, de ces milieux-là, que l'apprenant peut, je dirais, continuer à faire l'acquisition. Et Hélène Reboul me disait bien à Lyon, mais apprendre, c'est quoi valoir apprendre? C'est prendre ce dont j'ai besoin aujourd'hui, qui correspond à un besoin. Et si tu arrives à faire que ton apprenant précise son besoin, il va entrer d'une façon, avec une très grande motivation dans le processus d'apprentissage. Merveilleuse occasion, Alain et Ghislain, de me permettre avec vous de réfléchir au fait comment apprendre avec l'écran, pour qu'elle ne fasse pas écran à la personne, au sujet que je suis et que je souhaite que l'autre demeure. Voilà. Vous arrivez vraiment à percer l'écran. Je dirais que moi aussi, je vais prendre, puisque l'invitation est faite, je vais prendre la chose par un tout autre bout, en me présentant dans un exercice de style comme un défenseur de l'enseignement à distance. Là. Mettons que j'avais à en faire d'une manière contrainte le plaidoyer. Sans doute que je penserais moi aussi à des auteurs, deux en particulier, Jacques Rancière et Gilles Deleuze. Jacques Rancière avait écrit un livre, Le Maître ignorant, dans lequel il indiquait, à partir de l'expérience de Joseph Jacotot, ce n'était pas simplement des opinions comme ça en l'air, qu'on peut très bien apprendre sans le monopole de la connaissance d'un enseignant, le prétendu monopole de la connaissance, et qu'en fait, au contraire, apprendre, c'est se passer de l'enseignant. Et l'enseignant est là, disait-il, pour enfermer l'étudiant dans un désir d'apprendre. Bon, donc, il y a déjà chez Rancière et chez d'autres penseurs de l'émancipation par l'apprentissage, hein, une sorte de parti pris solitaire, je dirais pas individuel, mais solitaire. Hein. C'est-à-dire que apprendre, c'est déjà, apprendre, ça peut être deux choses, hein. Ça peut être apprendre à quelqu'un et ça peut être apprendre par soi-même, et c'est cette deuxième acception que Rancière prisait. C'est l'idée qu'on apprend, et qu'on apprend nécessairement par soi-même, à commencer par la petite enfance où on apprend à parler, où on apprend à marcher, et personne ne nous apprend à apprendre, on apprend à apprendre en apprenant tout court. Bon, et au fond, dans le domaine de la recherche, de la science, dans les domaines de pointe, dans l'enseignement général, apprendre, c'est toujours ça aussi, quoi. Bon, et j'aime bien cette notion du coup d'animateur, en plus que de professeur. L'idée pour Rancière, c'est que le mauvais professeur, c'est celui qui prétend monopoliser le savoir et qui prétend qu'on a besoin de lui pour apprendre, alors que le bon professeur, c'est celui qui peut être complètement ignorant de quelque chose, mais qui, par je dirais, son attitude, ses dispositions, son approche, motive ou permet ou favorise un apprentissage par quelqu'un. Un adolescent peut très bien, comme ça, désœuvrer un été, avoir dans la cour arrière d'un terrain une vieille voiture et apprendre en démontant et en montant le moteur, comment fonctionne le moteur sans qu'on lui ait enseigné. Mais peut-être qu'on peut le mettre au défi de le faire et ça l'aidera, quoi. Mais c'est tout. Donc ça, c'était la position de Rancière, et Deleuze, de manière plus évocatrice, lui, de manière moins assise, disait de l'enseignement de la philosophie qu'elle réconcilie les étudiants avec leur solitude.
C'est que la philosophie fait, c'est qu'elle nous permet de revenir à nos solitudes, c'est ce qui est la chose de la pensée, au fond, la pensée, d'une pensée libre, c'est-à-dire d'une pensée qui se sait capable d'évoluer par des moyens qui ne sont pas dictés par une orthodoxie, un ordre. Bon. Donc, on pourrait toujours dire, mais l'enseignement à distance, c'est ça plus que jamais, parce qu'on jette les gens à l'eau, on leur dit, débrouillez-vous, de toute façon, on ne va pas parler 3 heures sur un écran, on n'est plus en classe. Donc, on va parler 15 minutes, 20 minutes, parce qu'après ça, on n'en peut plus de regarder un écran, on a mal aux yeux, ainsi de suite. Et puis, bon, et puis débrouillez-vous, lisez les textes, vivez. Bon, et donc, on pourrait y voir une sorte d'utopie. Bon, moi, je continue d'avoir des doutes. Bon, je continue d'avoir des doutes pour différentes raisons. C'est que en vous entendant, je me rendais compte qu'il y avait un paradoxe. Hein. Je ne joue pas à celui qui pointe des contradictions. C'est vraiment un paradoxe qui fait partie de la richesse d'une pensée. C'est que vous avez parlé d'une part de l'apprentissage en tant qu'il s'agit de se frotter à ce qui est nouveau, hein, nouveaux comportements, nouveau vocabulaire, nouvelles attitudes, nouvelles perspectives, ainsi de suite, tout en parlant de sécurité aussi. Donc, c'est comme s'il ne pouvait pas y avoir l'un sans l'autre. Parce que le nouveau, on s'entend, c'est le contraire de la sécurité. Ce qui est nouveau nous insécurise, nous met en porte-à-faux, nous donne le vertige. Bon, c'est nouveau. Je fais lire Hegel à mes étudiants. Hein. Inutile de vous dire que la pente est raide là aussi. Bon, d'une part. Et d'autre part, ben, effectivement, on ne veut pas complètement larguer les gens dans Hegel, quoi, parce que peu ont, je dirais, la puissance d'esprit, quoi, et la force de caractère requise pour se jeter tout seul à Hegel sans devenir fou. Hein, sans devenir fou, parce que être tout seul comme ça, à lire Hegel à Edmundston, comme ça, essayer d'en parler au Tim Hortons après avec des gens, c'est assurément l'isolement social, quoi. Bon. Donc là, il y a quelque chose d'une institution qui est requise pour permettre cette espèce de tension que vous évoquiez implicitement entre insécurité et sécurité. Hein, ce qui est l'expérience même, hein, et qui n'est pas du tout une expérience client. Hein. Ce mot d'expérience, malheureusement, le marketing s'en est emparé et l'université s'est laissée emparer par le marketing, mais c'est rendu qu'on parle de l'expérience universitaire sur le mode de l'expérience client. C'est pas ça du tout. On n'a pas là comme ça un petit format où on a en quelque sorte sous thermostat comme ça, acclimater des gens à une expérience qui est formatée. Au contraire, il s'agit de quelque chose d'assez hasardeux aussi. Mais je crois que l'institution et au sens physique du lieu où on se rend, hein, contribue à favoriser cet équilibre entre insécurité et sécurité. Et contribue à le faire de moins en moins, hélas. On est déjà depuis longtemps dans une perte, mais continue à le faire dans le sens où l'université doit nous impressionner. Bon, j'ai eu la chance, pour ma part, d'étudier à la Sorbonne. Inutile de vous dire que quand j'y arrivais, j'étais dans mes petits souliers. Bon, mais même quand je suis allé à Paris 8, qui était une université ensuite, qui était, elle, beaucoup plus contemporaine, qui était issue de mai 68, qui avait une toute autre... Bon, on peut éprouver la même chose en venant à Shippagan, parce qu'on sent qu'il y a une histoire. Hein, ce sont des religieuses qui étaient là, elles ont travaillé dur. On sent qu'on n'entre pas dans un lieu qui a été construit hier. Déjà, à Shippagan, je sens quand même un esprit. Et il est important qu'il existe cet esprit, qu'on ne soit pas dans des immeubles préfabriqués, faits la veille, démontables le lendemain, où on a seulement 4 murs et de la lumière et on estime que le rapport peut se faire. Il est bon que l'université soit d'abord et avant tout une institution qui nous dépasse, et en nous dépassant, elle nous intimide, mais elle nous fortifie aussi. Elle nous épaule et elle nous écrase, hein, à la fois. On est déjà dans ce rapport-là. Et ce qui se perd en suivant des cours dans sa salle de bain, hein, parce qu'il suffit de couper l'écran, puis le micro, et puis d'écouter comme on veut, ou en jouant au poker avec un Japonais tout en écoutant distraitement un cours sur Hegel, hein, c'est de perdre cet espace qui, justement, favorise cet équilibre entre nouveauté et sécurité. Bon, ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur lequel je serai plus bref, c'est le statut de l'enseignement à distance. On passe d'un stade où les prothèses médiatiques appartiennent au domaine du pis-aller, hein, pour devenir, dans ce passage, une norme. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est que ce qui était un pis-aller au début devient ce par quoi il faut passer. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire ce livre de Günther Anders sur la télévision, hein, L'obsolescence de l'homme moderne, où il parle de la technique en disant « on peut
devient un « on doit ». Hein? On peut enseigner à distance, c'est pratique. Il y a des gens qui sont malades, ils ne peuvent pas se déplacer. Il y a une tempête de neige, on peut. C'est mieux que rien. C'est un pis-aller. Et le pis-aller devient on doit, tellement que le jour où on convoque des gens dans une classe à l'ancienne, sans PowerPoint, sans diaporama, avec du papier, des crayons, des feuilles et des livres, on a l'air de proposer une sorte d'expérience exotique. Bon, et ce passage-là, cette normalisation-là par laquelle se vit la liquidation de l'institution, sans parler du marketing qui est passé par là et qui a transformé le client, c'est-à-dire l'étudiant, comme étant celui pour qui tout se fait, hein, et non plus une institution qui est autonome par rapport à tous ses acteurs et qui transcende la vie particulière des uns et des autres, me semble préjudiciable, même si je continue de croire en des éléments de ma plaidoirie initiale. Je voudrais réagir. Merci, Alain, en fait, à la notion de sécurité. Et vous avez bien mis en avant hein, le nouveau et la sécurité. Et quand il y a la nouveauté, si je veux entrer dans la nouveauté librement, eh bien, je dois d'abord accueillir la sécurité, que je peux être insécure. Mais pour moi, en fait, la sécurité, elle était beaucoup plus au fait que les premières minutes de la rencontre, dans un cadre d'une classe à même l'université, les premières minutes dans le fonctionnement du cognitivisme, c'est que l'apprenant et le facilitateur ont besoin de quelques secondes pour, je dirais, se connecter, en fait, tu vois, et être en relation d'abord avec leur monde intérieur, mes représentations, avec ce que j'arrive, et pour pouvoir, par après, être en relation avec ceux qui y sont et avec les notions que j'aimerais présenter. Et je crois, en fait, de par les 40 ou les 45 années où j'étais encore, et je vois que j'en parle, puis je vois encore que ça me touche beaucoup, c'était l'espace de la classe, de la rencontre, du groupe, était pour moi extraordinaire et irremplaçable. Que la force, en fait, c'est ça, la force actualisante, la force qui fait que cet être-là, qu'il est là et qui est en devenir, c'est plus fort que toute forme d'insécurité. Il va même la dépasser hein, pour faire qu'il va apprivoiser s'il y a une forme de nouveauté, d'une zone proximale de développement qui était notre Mozart de la pédagogie, le russe, le nom m'échappe. Et oui, pour cette zone de développement, il va élargir et je dirais, d'aller dans l'apprentissage. Il est évident que le campus de Shippagan, lorsqu'il est né dans les années 75, était un campus au cœur même d'une communauté acadienne. Il était au cœur même d'une réalité que les religieuses de Jésus-Marie avaient bien vue dans les années 60-65, en créant le collège classique, en ouvrant les portes d'un édifice qui était d'ailleurs le plus grand édifice de toute la péninsule et même de tout le nord-est était le couvent de Jésus-Marie. Vous imaginez. Et petit, je suis arrivé là, moi, j'avais 5 ans et j'avais ma première année avec les religieuses. Quand je suis arrivé là, perdu, complètement perdu, parce que pour moi, c'était à 3 ou 4 kilomètres, c'était déjà la grande ville. Imaginez, j'arrivais du rang de la baie du Petit-Porte-Mouche où je suis actuellement à mon domicile. Alors, cette institution des religieuses de Jésus-Marie, qui étaient les religieuses semi-cloîtrées à l'époque, et cette communauté s'est ouverte aux Acadiens et aux Acadiennes pour devenir un campus universitaire, pour, je dirais s'identifier aux problématiques aussi rurales, écologiques, économiques, oui, qui a fait que, bon, on a eu des baccalauréats et on a des baccalauréats dans le moment qui correspondent à la réalité maintenant presque universelle, où on a des formations où les étudiants étrangers viennent pour en fait, avoir une compétence et une formation au niveau d'un baccalauréat et éventuellement s'en aller sur le campus de Moncton. Alors,
Et en fait, une notion que je ne voulais pas oublier, que vous avez mentionnée, oui, cette prothèse, le monde prothétique de tout ce qui est média. Se peut-il se peut-il que l'université d'aujourd'hui, et je réagissais à un collègue, Rino Rossignol, qui parlait de cette grande bibliothèque qui serait le lieu, le phare dans la vallée de Mermamcook pour tout ce que l'Acadie a pu produire. J'ai dit, Rino, mais Rino, la réalité dans le moment, avec les médias techno, on visite les bibliothèques à partir de notre ordinateur, on lit tout ce dont on a comme outil et que peut-être, Reno, qui sait, cette grande bibliothèque nationale, elle sera dans les nuages, dans iCloud à un moment donné. Alors, il ne m'a pas répondu parce qu'il a dû être brisé par mon observation. Et pourtant, comme j'aime les bibliothèques, comme j'aime ce lieu sur les tapis où, Alain, on peut prendre un livre et sans savoir, on est avec le livre qu'il me faut pour la journée. Mais cette université est-elle appelée justement dans un décloisonnement techno, socio, politico, géographique dans le moment, avec la réalité de la pandémie, entrons-nous dans une nouvelle façon d'être et d'agir avec le savoir, que le savoir est disponible à la main, mais que fait-on de ces espaces d'apprentissage en dehors de l'édifice même qu'est le campus? Comment recréer une classe? Je vais débuter le 7 octobre les formations du groupe d'actualisation de la personne. Là, ils viennent au campus. Imagine, j'aurais la joie d'avoir un groupe de 17 personnes. C'est incroyable, pendant 2 heures et demie, à être en cercle. Je n'arrive pas à y croire. Et en même temps, comme ça me manque, d'être en relation tangible par le visage, par la parole, dans un espace de nouveauté. Et j'espère, en fait, j'espère que nous n'entrons pas dans une normalité qui est celle-là pour qu'elle devienne la norme. J'espère. Et je crois que tu en as fait mention, au fait, que l'institution, dans ses espaces physiques, dans ses lieux de rencontre, dans ses frottages culturels, dans la mixité, dans l'improviste, dans le fortuit, sera de la rencontre, en fait, et le lieu où je puisse être exposé à l'autre, parce que c'est l'autre qui fait que je deviens. Et la solitude ou l'isolement, peu importe comment, à quel degré elle est vécue, est un risque de l'enseignement à distance, de demeurer dans une individualité du savoir où je ne puisse plus être confronté à la parole de l'autre qui me permettrait de réfléchir encore davantage, d'y mettre le doute et de risquer peut-être la nouveauté, toujours et partout, au fait, grâce à la relation avec l'autre. Voilà. Merci, Alain. J'ai pas du tout surveillé le temps. J'ai pas du tout surveillé le temps, mais j'imagine qu'on arrive au point de conclusion. C'était un beau mot de la fin. Moi, j'ajouterai simplement, si je peux me permettre une seule phrase, que on doit garder en tête le fait que les conditions matérielles de cette réalité pan-informatique ne seront pas toujours au rendez-vous, n'auront pas toujours en abondance comme maintenant des minerais disponibles pour remplacer nos appareils. On sait que déjà on surexploite les gisements miniers dans le monde à la faveur du travail forcé souvent d'enfants du Congo. Et il n'est pas dit qu'on aura toujours à disposition ces appareils. On peut penser que l'avenir est encore dans la bonne vieille salle de classe avec des interactions in situ. Merci beaucoup, merci infiniment, merci au Salon du Livre. C'était une discussion, un dialogue avec Valois Robichaud et moi-même, Alain Deneau, dans le cadre des activités du comité Université et démocratie de l'Université de Moncton au campus de Shippagan, en collaboration avec le Salon du Livre de la péninsule acadienne. Merci infiniment.
Merci, Alain.